Bonsoir à tous, je m'appelle Christophe Choppé, je suis hypnothérapeute, mentaliste et synergologue. Alors si de nos jours il n'est peut-être plus nécessaire de définir le terme hypnothérapeute, on en voit assez maintenant, je pense qu'il n'en va pas de même pour les autres termes. La synergologie, c'est la discipline qui permet d'appréhender l'humain à partir de la structure de son langage corporel. Pour faire plus simple, le synergologue étudie le langage non-verbal, il en révèle les non-dits et il en améliore ensuite la qualité de vos communications. Le mentaliste, alors c'est toujours un peu un réel défi de définir le terme mentaliste, surtout sans rien révéler de ses secrets. Je dirais que c'est la subtile combinaison de psychologie, de neurosciences, d'hypnose pour créer l'illusion d'un sixième sens. Et pour moi, ça a été une véritable révélation, parce que j'avais enfin dans les mains un outil qui me permettait de comprendre comment fonctionnait notre cerveau en temps réel et par l'exemple. Bien au-delà de toutes les grandes théories psychologiques qu'on essaie de vous faire ingurgiter à l'école ou pendant les formations. Alors, comment on en arrive là ? En fait, j'ai commencé par un bac C. Alors pour les plus jeunes, c'est un bac mathématique, ça date un peu maintenant. Puis j'ai fait des études de sciences, mathématiques et physique. Et puis j'ai cédé à ma première passion. Je suis devenu character designer dans les studios de dessins animés comme Warner et Disney. Alors, le character designer, c'est la personne à qui l'on confie la description détaillée d'un personnage et qui doit le dessiner pour la première fois, qui doit lui donner vie. Et quelle meilleure école que celle-ci pour apprendre le non-verbal? Imaginez, je passais mes journées à dessiner ou des super-héros ou des super-vilains, en grimaçant tout ce que je pouvais devant un miroir pour leur trouver la meilleure expression de visage. J'avais simplement mis le doigt dans la synergologie. Et puis après cette première carrière artistique, j'ai créé mon entreprise, non sans difficulté. C'est là que je vois que je suis un artiste. Fred, tu peux le... Mais ça a été très riche d'enseignements. Et puis il y a eu le choc. Il y a eu la rencontre avec l'hypnose. Alors là, une porte ouverte, c'est ouvert sur un monde incroyablement puissant, vaste, aussi utile dans les thérapies que surprenant sur scène. Alors vous vous dites, quel est le rapport entre tout ça et ma présence ici ? Je voudrais vous parler des biais cognitifs. Et les biais cognitifs, c'est une distorsion dans le traitement cognitif d'une information. Pour faire simple, c'est juste un raccourci de votre cerveau qui vous fait dévier de votre pensée rationnelle et vient altérer votre jugement. Alors, il y a plus d'une centaine de biais différents. Vous en avez tous vécu un tout à l'heure lors de la première démonstration. N'insistez pas, je ne dirai pas, le mentaliste garde ses secrets. Mais là, je vous avoue que je me sens un peu comme le Dr Jekyll et Mr Hyde devant vous, parce que la journée, je passe mon temps à débusquer ces affreux petits gremlins que sont les biais cognitifs, qui sont souvent responsables des problématiques pour lesquelles les gens viennent me voir dans mon cabinet d'hypnothérapie. Et le soir, je les utilise de façon absolument malhonnête et honteuse dans les spectacles de mentalisme ou d'hypnose pour influencer les spectateurs, voire lire leurs pensées. Mais alors rassurez-vous, je le vis très très bien. Je le vis comme un cycle constant de thèses et d'antithèses. Et ça, c'est très très intéressant. Alors pourquoi je vous parle des biais cognitifs ? Tout simplement parce que lors de mes interventions dans les entreprises, j'ai rencontré nombre de dirigeants, des concepteurs, des designers, des développeurs, des comptables. Et lors de mes spectacles, je l'affiche avec d'autres artistes, des comédiens, des humoristes, des danseurs, des chanteurs. Et tout naturellement, je me suis intéressé au processus de création. Et je me suis aussi aperçu que toutes ces chaînes créatives, elles étaient grignotées par ces affreux petits monstres. Alors, je vais prendre un exemple pour que ça soit plus clair. On va prendre un exemple absolument fictif. La société Réservoir Trott, qui fabrique depuis 30 ans des trottinettes haut de gamme. À sa tête, Mr Blue. Mr Blue n'a absolument pas vu venir l'engouement pour les trottinettes électriques. Lui, il n'y croit pas du tout. Il est persuadé que ses clients n'en veulent pas du tout. Il est coincé dans ce qu'on appelle un biais de confirmation, qui veut qu'on accorde beaucoup plus d'importance aux informations qui viennent confirmer nos croyances et qu'on rejette celles qui viennent les infirmer. Pour appuyer son propos, Mr Blue a fait un sondage auprès de ses clients, qui semble lui donner raison d'ailleurs. En effet, Mr Blue a sondé ses acheteurs historiques, tous férus de trottinettes à l'huile de genou, alors pas du tout représentatif de la nouvelle tendance. Ça, c'est bien embêtant. Les clients de Mr Blue, on peut imaginer aussi qu'ils soient victimes du biais de l'aversion à la dépossession, qui veut qu'on accorde beaucoup plus de valeur à un objet qui nous a appartenu qu'à un autre. De fait, il s'oppose naturellement à l'arrivée d'un nouveau prototype, d'un nouveau modèle qui rendrait complètement obsolète le leur. Alors, Mr Blue s'installe tranquillement dans son biais de confirmation, il cède au biais d'immobilisme. C'est-à-dire qu'il suit une suite comme ça d'actions opposantes qui va installer toute sa société dans une sorte de statu quo, pas du tout stratégique. C'est un peu le leurre du risque zéro. Et puis un jour, Mr Pink
son neveu rejoint la société et il arrive à convaincre tonton de fabriquer des trottinettes électriques avec lui. Et tout le monde se met à travail. Ça turbine et ça carbure, à tel point que le designer, lui, tout à coup peut être victime du biais d'effet Ikea. Rigolez pas, ça existe. Le biais d'effet Ikea qui veut que plus on s'investit dans une tâche, plus on donne de la valeur à ce qui a été créé. Ikea l'a très très bien compris. Alors, la tête dans le guidon, le designer peut être plus du tout au courant et il ne peut plus s'apercevoir des problèmes, des défauts qu'il a dans son produit. Et là, c'est le biais d'immunité à l'erreur. Alors, on pourrait continuer des heures comme ça avec la suite. Évidemment, c'est très, très, très caricatural. Mais je ne serais pas tout à fait honnête si je ne vous disais pas, là, maintenant, que vous pourriez prendre avantage avec ces biais cognitifs. On va reprendre l'exemple de Mr. Blue. Le modèle est sorti, ça y est, et il cartonne. Et Mr. Blue a créé une trottinette au design magnifique. Et un produit au design réussi paraîtra toujours plus facile d'utilisation qu'un produit au design un peu plus approximatif. C'est ce qu'on appelle l'effet d'esthétique pratique. Apple l'a très très bien compris, et je pense que Mr. Blue aussi. Tous ici, absolument tous, nous avons une profonde aversion pour l'option unique, ça s'appelle. C'est-à-dire que nous allons tous chercher des options alternatives dans la concurrence lorsqu'on va nous proposer quelque part une seule option d'achat. Ça, c'est tout à fait naturel. Et Mr. Blue l'a bien compris. Il a pris son modèle, il l'a décliné en sous-modèle. Et là, il augmente son taux de conversion de vente. Mais il a encore été un peu plus loin, Mr. Blue. Il a bien appris. Il a utilisé la loi Dobson, qui veut qu'on propose plusieurs packs d'achat. Alors, je vais vous expliquer ça, vous allez voir comme c'est malin. Sur son site internet, Mr. Blue a simplement mis en option A la trottinette, la toute dernière de sa génération, 299 €. Acceptable. Option B, la trottinette plus une batterie supplémentaire pour 349 €. Ouais, pas mal. Et en option C, l'offre du moment. La trottinette plus une batterie supplémentaire, plus un abonnement à Trottinette Mon Ami, plus un casque, pour 349 €. Soit exactement le même prix de l'option B qui devient totalement obsolète. C'est ce qu'on appelle l'effet de l'heure. C'est exactement cette technique qui est utilisée par la presse quotidienne pour vous vendre des abonnements. Vous savez, en fin d'année, prenez, vous avez un truc en plus. Voilà. Alors, moralité de cette histoire, ne faites pas des biais cognitifs les responsables de vos échecs. Anticipez les problématiques dans chaque étape du processus, en fait. Lorsque j'interviens dans une entreprise, c'est pas pour mettre le doigt où ça fait mal, c'est pour accompagner justement les équipes dans toutes ces étapes. Et ça, c'est bien le plus important. Alors, les biais cognitifs, est-ce que ce sont vos amis, vos ennemis? Ça, c'est vous qui voyez. Mais ce qui est sûr, apprenez à les dénicher, apprivoisez-les. Et j'ai bon espoir que dans quelques temps, on n'entendra plus jamais un chef d'entreprise crier « On vient encore de se faire biaiser ». Mesdames et messieurs, merci beaucoup.